justement, sur ces grandes peurs, puisque souvent ces romans naissent, ces œuvres naissent de peur, il y en a qu'on retrouve régulièrement. Je pense à 2 grands films. Récemment, on a revu en télévision Soleil Vert, moi, que j'adore, hein, qui m'a marqué quand j'étais post-ado. Et je pense aussi à Mad Max, hein, qui repasse aussi actuellement en télé, des grands films sur le manque. Alors, il y a le manque d'eau. Bah, aujourd'hui, c'est plus de la science-fiction. Et il y a le manque de carburant. Bah, on y était avec les stations. Donc, on voit à quel point on est souvent rattrapé. Et cette question du manque, et même au pire le monde inhabitable. Ça, je crois que c'est une des grandes peurs sur lesquelles se bâtissent beaucoup, ou peut-être d'ailleurs on peut même dire on envisage des reconstructions. C'est dans l'après-manque ou dans l'après-inhabitable. Oui, ben, c'est-à-dire là on rejoint d'ailleurs ces questions de la dystopie et de l'utopie. C'est vrai que Soleil Vert, donc, je ne sais pas si les auditeurs le savent, c'est un film qui est sorti en 1973 de Richard Fleischer avec Charlton Heston. C'est un film qui met en scène la surpopulation, la fin de toute biodiversité. On voit bien que ça devient hyper complexe, hyper difficile. Il y a une scène fameuse avec le vieux Sol et puis le flic humain qui est Charlton Heston, avec un morceau de viande qu'il a été prendre chez les richissimes, là où il enquête, hein, dans une maison. Là où il a pris une douche. Il a pris une douche, voilà. il a pris une douche, il a réussi à prendre un bout de viande et un bout de tomate, je ne sais plus quoi, en tout cas un légume. Et le vieux Sol, en fait, puisqu'ils habitent ensemble tous les deux, ils ont la chance de pouvoir avoir visiblement 1 ou 2 pièces. Parce que dans un immeuble, où, quand on monte l'escalier, il y a partout ce qu'on appelle, parce qu'à l'époque on appelait des clochards, maintenant on appelle des SDF, mais il y en a partout. Voilà, hein. New York, voilà, la surpopulation fait que le niveau de pauvreté semble totalement accablant. Voilà, et donc, et là on est en pleine dystopie. Voilà, on est en pleine dystopie, et il y a cette disparition, d'où le Soleil Vert, d'où effectivement alors, je ne vais pas le spoiler en disant c'est quoi le Soleil Vert, mais on le sait. On le sait maintenant. Hein, Voilà, on le sait. Mais on est en pleine dystopie. Et Mad Max, on est dans l'après. En fait, effectivement, il y a le problème de carburant. On voit bien que le problème de l'eau, le problème de la boisson, de ce qu'on mange est très présent dans Soleil Vert. Le problème du carburant est plus omniprésent dans Mad Max, hein, sachant que ce sont des œuvres. Donc là, on parle de Mad Max, le premier Mad Max à la fin des années 70, hein, donc, et surtout années 80. On parle des Mad Max. Oui, c'était déjà présent dans nos imaginaires. Et aujourd'hui, d'une certaine façon, ça se concrétise. Alors, pas de la même façon, parce qu'on n'a pas encore des déserts partout, mais ça veut dire que la problématique qui était celle de ces films devient une problématique qui prend plus d'importance au quotidien. Alors, on pourrait se dire, au fond, à quoi servent ces films dans ce cas-là, en fait, hein? Pourquoi anticiper? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Soleil Vert a marqué des tas de gens. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, il ne faut pas simplement alerter, il faut aller peut-être plus loin, mais l'alerte a fonctionné. Je veux dire, on pourrait donner des tas d'exemples, mais Dominique Gonzalez Foster, artiste connu, a fait un petit film qui s'appelle Soleil Vert, et elle explique à quel point, quand elle avait 12 ans, elle était dans le cinéma à Grenoble, à quel point ce film l'a marqué, et elle l'a réutilisé dans une œuvre à la London Tate Gallery, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est avec une œuvre aussi de Louise Bourgeois. Elle a expliqué qu'elle a recréé une sorte de dispensaire avec une sorte de surpopulation terrible, l'a remis en scène. Donc en fait, les choses nous influencent, en quelque sorte. Hein. Elles nous influencent, elles nous changent. Donc l'alerte peut fonctionner. Aujourd'hui, l'alerte est partout. Donc est-ce qu'au fond, ce que proposait Soleil Vert fonctionne encore? Est-ce que Don't Look Up et Le Soleil Vert, hein, le film sur Netflix avec DiCaprio, est-ce que ce film, au fond, mettant en scène des scientifiques, surtout des politiques qui ne veulent pas entendre... Ou le géant du numérique. Le géant du numérique, voilà, qui sort d'Elon Musk. Bon, donc c'est un divertissement à la Hollywood, sur Netflix, donc en 2021, je crois, de mémoire, ou début 2022 peut-être, début 2022. Et est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que ces alertes fonctionnent? Est-ce que ces dystopies fonctionnent? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas simplement un divertissement? Est-ce que c'est soluble dans le divertissement ou pas? Je pense que l'alerte de Soleil Vert a influencé beaucoup de gens. Il faut bien voir que 1973, on est juste avant, avril 1973, on est juste avant le premier choc pétrolier. Hein, et le film paraît
en France après le premier choc pétrolier. Il sort aux États-Unis avant, il paraît après en France. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se façonner, hein, quelque chose qui est en train en gros, une alerte qui commence à fonctionner, à sonner plus fort. Bon, et de l'autre côté, il y a Don't Look Up, où il n'y a pas de porte de sortie. Il n'y en a pas non plus dans Soleil Vert. Or, il y a beaucoup de romans qui, au contraire, mettent en scène à la fois, c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure de John Brunner, on peut parler du Troupeau aveugle, dans le Troupeau aveugle de John Brunner, qui est un autre de ses romans, il y a à la fois quelque chose qui est totalement proche d'Extinction Rebellion, et totalement proche des gens, des cadres qui décident de vivre ailleurs et d'expérimenter une autre façon de vivre, au-delà du survivaliste. Donc, pour revenir sur ces imaginaires de l'effondrement, sur ces imaginaires post-apocalyptiques, ces imaginaires aussi proches au fond finalement d'une sorte de type d'alerte écologique, ma thèse c'est de dire peut-être on a dépassé le stade où on a besoin d'alerte. Le GIEC il est partout, etc. Et peut-être qu'on est à un stade où on a besoin d'y mettre aussi de l'utopie, d'y mettre du désir pour en quelque sorte qu'on se rende compte, à la façon de la ville de précipice dans le roman sur l'onde de choc de John Brunner, à la façon de son extinction rébellion avec la résistance, ou de ces gens qui essaient de vivre différemment dans le Troupeau aveugle, voilà, on a peut-être aujourd'hui besoin d'être à la fois très lucide, de ne pas oublier les alertes, mais de mettre en scène, au fond, le caractère désirable, potentiellement, d'autres types de modes de vie qui soient moins destructeurs de la couche d'ozone, qui soient moins bouffeurs, donc moins diffuseurs de CO2, qui soient, et au fond, mettre en scène le plaisir qu'il y a derrière. Moi, j'ai en tête un petit roman qui est sorti tout récemment, en 2022, de Becky Chambers, qui s'appelle « Un psaume pour les recyclés sauvages ». Elle met en scène les robots qui, du jour au lendemain, ont décidé de quitter toutes les usines. Et pour se rapprocher de l'humain, ils ont expérimenté dans les zones qui ont été laissées libres, sans humains. Ils ont dit, on ne sera pas immortel, on ne va pas se réparer. On est des robots recyclés, mais voilà. Et en fait, ça met en scène dans un monde parallèle au nôtre, dans une lune ailleurs, ça met en scène une utopie qui est une utopie écologiste quelque part, qui est une utopie avec des villes qui se fondent dans le cycle de la vie en caséine, des gratte-ciel en caséine, en fait, hein, en atomes de lait, en quelque sorte. C'est de la folie furieuse. Et ben voilà, ma thèse, c'est de dire, au fond, on a toujours besoin d'alerte, parce qu'il y a toujours des gens qu'il va falloir alerter, mais quand elle est partout, on a aussi et surtout besoin d'un même élan d'utopie. C'est Jan Nikrumpala, qui est l'un des grands chercheurs ayant travaillé sur ces questions d'utopie écologiste et d'imaginaire écologiste dans la science-fiction, qui parle de prototopie. En fait, au gros, ce qu'il explique, c'est qu'on est peut-être à un stade où il faut qu'on dépasse la notion d'utopie et de dystopie, et les prototopies, c'est des projections, en fait, des exercices de pensée, où il y a potentiellement à la fois des dimensions utopiques et des dimensions utopiques, hein, dystopiques, il y a les deux, non, et qu'il faut être à la fois lucide, mais être capable de se dire, au cœur même de la crise, on peut construire autre chose, et on peut potentiellement s'en donner les moyens, pour nous, peut-être pour nos héritiers lointains, ou autres, et que semer ces graines, non seulement c'est précieux pour le futur, mais ça fait plaisir.